Bonjour, je suis Inès Févillier, professeure à la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi à Brazzaville au Congo. Je vous présente mon livre relatif aux droits des affaires communs des États membres de l'OHADA, c'est-à-dire l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Je vous donnerai les coordonnées e-mail à la fin de cette vidéo pour vous procurer cet ouvrage si vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous allons parler du choix de la structure juridique pour exercer le commerce, pour faire des affaires. Donc, le choix d'une structure juridique repose sur des critères précis. Il y a d'abord la nature de l'activité. Certaines activités imposent par elles-mêmes le choix de la structure juridique. C'est le cas des activités artisanales qui doivent être organisées en société coopérative ou en société en non collectif. Il y a aussi la volonté de s'associer. On crée une société pour des raisons diverses, patrimoniales, économiques, fiscales ou sociales. Mais si la volonté réelle de s'associer, de mettre en commun ses compétences, ses connaissances, ses moyens n'existe pas, il ne faut pas créer de société. Il vaut mieux rester indépendant en entreprise individuelle. Maintenant, concernant l'organisation patrimoniale, si vous avez un patrimoine personnel à protéger ou à transmettre, le choix de la structure juridique prend toute son importance. En principe, en entreprise individuelle, le dirigeant est responsable sur l'ensemble de son patrimoine au titre des dettes nées de son activité. La société, elle, constitue un rempart juridique. C'est différent d'une structure à une autre. Dans une société en non collectif, par exemple, chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable avec la société. En cas de difficultés financières, si les biens de la société ne suffisent pas à désintéresser les créanciers, ceux-ci pourront faire saisir les biens d'un ou de plusieurs associés à charge pour ces derniers de se faire rembourser en partie par leurs co-associés. Quel que soit le type de société choisi, le ou les dirigeants sont garants de la bonne gestion de l'entreprise à l'égard de leurs associés et des tiers. Enfin, si la société demande un crédit bancaire, le cautionnement de certains dirigeants ou associés peut être exigé. Concernant les besoins financiers, lorsque les besoins financiers de l'entreprise sont importants, la création d'une société peut s'imposer pour pouvoir accueillir des investisseurs dans le capital. Il ne faut pas confondre le capital avec les besoins financiers de l'entreprise. En effet, à certaines sociétés, il est imposé un capital social minimum, comme pour la société anonyme. Le capital est différent donc des besoins financiers réels de l'entreprise. Concernant le fonctionnement de l'entreprise, selon la structure choisie, les règles de fonctionnement de l'entreprise sont plus ou moins contraignantes. Dans l'entreprise individuelle, le dirigeant est seul. De ce fait, les règles de fonctionnement sont réduites au minimum. Il prend toutes les décisions et engage en contrepartie sa responsabilité. Dans les sociétés, le dirigeant n'agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte de la société. Il doit donc observer un certain formalisme
et obtenir l'autorisation de ses associés pour tous les actes importants qui touchent la vie de l'entreprise. Concernant le régime social de l'entrepreneur, ce critère a longtemps été déterminant dans le choix de la structure juridique. En effet, certains créateurs n'hésitaient pas à constituer des sociétés fictives pour être rattachés en tant que dirigeants au régime général des salariés. La législation a aujourd'hui largement évolué vers une harmonisation des statuts. Concernant maintenant le régime fiscal de l'entrepreneur et de l'entreprise, selon la structure choisie, les bénéfices de l'entreprise seront assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Par optimisation fiscale, si on bénéficie d'une mesure d'exonération d'impôt sur les bénéfices, il est plus avantageux de choisir une structure qui permet de se placer sous le régime de l'impôt sur le revenu. L'exonération portera alors sur l'intégralité des bénéfices, y compris sur la part correspondant à la rémunération du dirigeant. Quant à la crédibilité vis-à-vis des partenaires, banquiers, clients, fournisseurs, etc., pour obtenir certains marchés, la création de l'entreprise sous forme de société avec un capital conséquent est recommandée. Maintenant, quand on choisit l'entreprise individuelle, l'entrepreneur forme avec son entreprise une seule et même personne juridique. Le patrimoine professionnel et personnel seront juridiquement confondus. L'entrepreneur individuel est responsable des dettes de son entreprise sur l'ensemble de ses biens, y compris sur ceux acquis avec son conjoint, sa femme, s'il est marié, sous le régime légal de la communauté des biens. Quand on dit conjoint, ça peut être aussi son mari. Les bénéfices de l'entreprise seront portés sur la déclaration personnelle des revenus dans la catégorie correspondant à l'activité exercée. Bénéfices industriels et commerciaux, BIC, pour les commerçants et les artisans, bénéfices non commerciaux, BNC, pour les professionnels libéraux. Donc, ils seront soumis à l'impôt sur le revenu. Le régime social, ici, est celui des indépendants, des travailleurs non salariés. Les formalités de création de l'entreprise individuelle sont réduites au minimum. Il suffit de déclarer l'activité en tant que personne physique, donc à l'agence pour la création des entreprises à Brazzaville ici, et même à Pointe-Noire, pour dire au Congo. Si le conjoint travaille avec l'entrepreneur individuel, il devra choisir entre le statut de conjoint salarié et celui de conjoint collaborateur. L'entrepreneur individuel, comme tout entrepreneur, peut recruter un ou plusieurs salariés, soit dès le démarrage de l'entreprise, soit au stade de son développement. Si c'est une petite activité qui est créée, c'est le statut d'entrepreneur qui devrait être choisi, car les formalités de création sont dans ce cas très allégées. Maintenant, quand on choisit la société, la forme de société, l'entrepreneur donne naissance à une nouvelle personne. C'est une personne morale qui est distincte de lui juridiquement. Par conséquent, l'entreprise disposera de son propre patrimoine en cas de difficulté, et si l'entrepreneur n'a pas commis de faute de gestion grave en tant que dirigeant,
ces biens personnels seront à l'abri de l'action des créanciers de l'entreprise. Cependant, dans certaines formes de société, comme la société en nom collectif par exemple, les associés sont solidairement et indéfiniment responsables de la société. Si l'entrepreneur utilise les biens de la société à des fins personnelles, il pourra être poursuivi au titre de l'abus de biens sociaux. S'agissant d'une nouvelle personne, la société aura un nom, sa dénomination sociale, un domicile, son siège social et devra disposer d'un minimum d'apports constituant son patrimoine initial pour faire face à ses premiers investissements et ses premières dépenses, ce qu'on appelle le capital social. En tant que dirigeant désigné pour représenter la société vis-à-vis des tiers, l'entrepreneur n'agira pas pour son compte, mais au nom et pour le compte de la société. Donc, un certain formalisme doit donc être respecté pour les décisions importantes. Il faut rendre compte périodiquement aux co-associés de la gestion de l'entreprise. Au niveau fiscal, la société pourra être imposée personnellement au titre de l'impôt sur les sociétés IS, soit de plein droit, soit sur option. Pour le statut social de l'entrepreneur, il dépendra de la structure juridique choisie. S'il est gérant majoritaire d'une SARL, société à responsabilité limitée, ou associé unique d'une SARLU, société à responsabilité limitée unipersonnelle, il sera rattaché au régime des indépendants. Dans les autres cas, il dépendra du régime général de la sécurité sociale. La création de la société donne lieu à des formalités complémentaires. Rédaction et enregistrement des statuts auprès des services des impôts, nomination du ou des dirigeants, parution d'une annonce dans un journal d'annonce légale. Si le conjoint travaille dans la société, il devra choisir un statut associé gérant, salarié ou collaborateur. Voilà ce qu'on peut vous dire sur le choix d'une structure juridique. Donc, pour vous procurer cet ouvrage, vous pouvez adresser un message à l'adresse email suivante rcdroit@gmail.com. Je vous remercie de votre aimable attention.